c'est le premier niveau qui complexifie un petit peu encore plus la blockchain en permettant d'avoir un aspect dynamique. Et comme je vous disais, si on peut stocker n'importe quel type d'information dans une blockchain, on peut y stocker du code. Et à partir de là, on peut passer des applications et utiliser la blockchain comme infrastructure décentralisée pour des nouvelles applications. Et on a aujourd'hui un écosystème très actif, très dynamique de startups qui essayent de recréer tout un tas d'applications, que ce soit des places de marché, des réseaux sociaux, des systèmes de partage de véhicules, ou que ce soit de nouvelles applications autour de l'IoT, non plus en utilisant des infrastructures centralisées ou de type cloud, mais en se basant sur des principes de blockchain adaptés pour servir vraiment et revenir quelque part à l'idée de base qui pouvait être une des idées fondatrices de l'Internet, d'avoir un réseau réellement décentralisé. Et on y revient quelque part avec ces nouvelles applications. Donc voilà pour une vue très générale. Si on se place justement sur ces nouvelles applications décentralisées, il y a finalement tout un modèle, tout un business model qui peut être un petit peu généralisé et vu de façon abstraite là-dessus. C'est que si on veut créer un nouveau service aujourd'hui en se basant sur ces applications décentralisées, on va créer une nouvelle monnaie, un nouveau token. On va rémunérer les gens qui développent avec ce nouveau token. On va lever de l'argent auprès d'investisseurs en leur vendant ce nouveau token. Et après, une fois que le projet sera lancé, tout va fonctionner avec finalement cette nouvelle monnaie qui est dédiée à une application spécifique. Donc c'est une façon assez différente d'envisager les choses qui se développe aujourd'hui dans cet écosystème. Voilà une vue de très haut un petit peu de notre vision de l'évolution un petit peu technique de ce que peut être la blockchain et ses applications. Maintenant, pour rentrer plus sur l'écosystème et les acteurs qui font cet écosystème, ça c'est notre vision aujourd'hui de la chaîne de valeur de la blockchain. Il y a vraiment pour moi deux aspects, un aspect sur les infrastructures, un aspect beaucoup plus sur les applications. Au niveau des infrastructures, ça peut être l'initiation d'une blockchain, la création d'un nouveau protocole, mais c'est aussi toutes les infrastructures de minage avec des sociétés qui sont spécialisées sur des architectures logicielles ou des architectures matérielles qui sont très efficaces pour le minage, notamment sur Bitcoin. Ça peut être de nouveaux protocoles comme Hyperledger dont on parlera un peu plus tard. Ça peut être mettre à disposition des infrastructures existantes pour faire de la preuve de concept autour du cloud, notamment c'est ce que fait Microsoft. Donc il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui et qui se développent au niveau des infrastructures de la blockchain. Et en parallèle, il y a des applications qui se développent. Alors dans les fintechs, énormément. C'est quand même le domaine majeur aujourd'hui d'utilisation de la blockchain, mais il y a aussi d'autres aspects qui se développent autour de la gestion de la propriété et autour des applications décentralisées. Ce sont les deux pôles qui sont aujourd'hui émergents sur les applications de la blockchain. Si on parle un peu plus de la fintech et de notre vision de ce qui se passe aujourd'hui sur l'écosystème blockchain fintech, je dirais qu'il y a quand même deux aspects assez différents qui coexistent un petit peu au niveau de cet écosystème. Un aspect qui est vraiment sur les crypto-monnaies, et sur quelque part recréer toute la complexité, toute la richesse des services financiers autour des crypto-monnaies. Donc ça peut être la base qui est les plateformes d'échange pour acheter de la crypto-monnaie contre de la monnaie classique. Ça peut être des applications de portefeuille, mais aussi de la spéculation, du prêt, de l'investissement, et tous les produits financiers quelque part peuvent être recréés de façon assez riche autour de ces crypto-monnaies. Il y a beaucoup d'activités autour de tout ça. Et à côté de ça, les acteurs traditionnels de la finance s'intéressent également à l'utilisation de la blockchain sur des produits financiers pour réduire leur structure de coûts, pour donc utiliser de la blockchain entre eux pour faire de l'échange entre banques, notamment sur les marchés de capitaux au niveau international, mais aussi pour des applications comme du pacte d'actionnaires beaucoup plus large et beaucoup plus dynamique. Donc il y a aussi finalement toute l'économie un petit peu de finance traditionnelle qui utilise la blockchain pour se réinventer un petit peu. Voilà notre vision un petit peu de haut de ce que peut être aujourd'hui la
blockchain, la fintech. Donc pour passer un petit peu sur notre vision prospective et de ce que donner une vision un petit peu, donc il y a la vision disruptive qui est portée par l'écosystème et notamment par les initiateurs de tout le mouvement Bitcoin, qui est de passer d'une économie traditionnelle qu'on connaissait, on est passé à une économie internet avec un rôle, excusez-moi, extrêmement important pour les plateformes. Et l'idée, c'est de passer vers une économie qui soit complètement décentralisée, avec une disparition des intermédiaires et des échanges qui se passent complètement de pair à pair. Donc c'est un petit peu la vision utopique, libertarienne, donc qui était à l'initiation finalement de tout ce mouvement blockchain. Aujourd'hui, il y a une réalité plus contrastée que j'illustre assez bien, je trouve, avec ces deux titres de journaux. Est-ce que la blockchain peut détrôner les banques? Aujourd'hui, les banques sont quand même celles qui investissent le plus et plus massivement dans la blockchain, donc ça semble bizarre qu'elles investissent autant dans quelque chose qui serait une telle menace. Donc il y a peut-être quelque chose de plus complexe là-dedans, et on peut peut-être passer au slide suivant. Donc nous, notre vision de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que même s'il y a des perspectives à très long terme, peut-être de révolutionner l'économie, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, la blockchain, c'est les acteurs établis qui en tirent quand même pas mal parti, notamment les banques, parce que s'il y a des limites techniques aujourd'hui pour passer sur de la crypto-monnaie et que tout le monde aille payer son café avec des crypto-monnaies, au contraire, c'est beaucoup plus rapide à mettre en place, d'utiliser la blockchain comme infrastructure de back-office pour faire de l'échange entre banques, pour réduire les structures de coûts, pour désintermédier peut-être certains intermédiaires, mais en tout cas que les gros poissons restent toujours là. Et donc notre vision un petit peu de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que la blockchain est une infrastructure qui a beaucoup de potentiel en B2B, pour réduire les structures de coûts, pour réduire certains intermédiaires et faciliter finalement l'économie entre des acteurs qui sont déjà établis et existants. Que peut-être qu'à long terme, effectivement, il y aura une évolution qui touchera un public beaucoup plus large, mais on n'y est vraiment pas encore aujourd'hui. Donc voilà, pour résumer notre vision, donc garder à l'esprit que la blockchain, c'est une technologie d'infrastructure, de sécurité. Donc à partir de là, ça veut dire beaucoup de choses et on peut voir plein de visions différentes de comment ça peut évoluer. Et de ce pourquoi ça peut être utilisé. Aujourd'hui, les développements principaux se font dans le monde de la fintech, mais il ne faut pas oublier qu'à côté, il y a d'autres choses qui peuvent émerger sur des registres de propriété, sur de la gestion des droits, sur aussi des applications décentralisées à terme. Nuancer très fortement l'idée que les tiers de confiance ont disparu du jour au lendemain. Aujourd'hui, la majorité s'adapte. Évolue beaucoup plus vite finalement que le grand public sur ces questions. Quand on parle d'infrastructure trustless, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup à nuancer, puisque quelque part la confiance ne disparaît pas avec la blockchain. Simplement qu'au lieu de mettre la confiance dans l'humain, on met de la confiance dans des algorithmes et donc dans des principes mathématiques. Quelque part, les acteurs existants sont peut-être plus rapides là-dessus à se transformer que de transformer l'ensemble d'une population pour que tout le monde adopte demain des crypto-monnaies. Et garder aussi à l'esprit que il y a encore des limites techniques qui sont de très intéressants projets de recherche sur le passage à très grande échelle et l'utilisation des smart contracts de façon efficace. Voilà pour une vision un petit peu de haut. Je ne sais pas où j'en suis niveau timing, mais je pense que voilà. Peut-être dire que l'IDAT a fait ce livre là au 3e semestre. L'IDAT, on a sorti donc le DigiWorld World Economic Journal, la 3e édition de l'année, qui est sur la thématique de la fintech en général. Et avec deux articles très intéressants sur les blockchains dedans. Et puis on a également sorti récemment un rapport d'étude de marché sur la blockchain, dans lequel vous retrouverez l'essentiel de ce que j'ai dit et un peu plus. Voilà. Mais il n'est pas disponible comme ça. Il n'est pas disponible publiquement, ça fait partie de notre offre de rapport. Voilà, super, on peut applaudir.
Si vous avez des questions tout de suite, on les prend, on va faire un truc interactif, sinon on va passer au sujet suivant. Une question à l'IDAT. Moi, je vous remercie beaucoup pour cette clarté. Ça fait du bien. Pour ceux qui sont néophytes, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci d'être venus en plein DigiWorld Summit. C'est sympa d'être là. Merci. Je vais passer la parole à IBM et Chain Orchestra après. Alors, IBM dans la blockchain, et surtout à Montpellier, je pense que c'est ça qui nous intéresse sur le territoire. Comme je vous disais tout à l'heure, le trust, ça fait partie de l'ADN d'IBM. La transparence, la loyauté fait partie de l'ADN d'IBM. Ici aussi, on a des ingénieurs, on est ici un centre, je vous ai dit, clients, mais surtout de techniciens, architectes, spécialistes dans beaucoup de domaines qui accompagnent nos clients au travers de la transformation digitale pour expliquer comment les solutions d'infrastructure peuvent les aider à faire un nouveau business. En quoi la technologie aujourd'hui peut les aider. C'est peut-être basique pour vous, mais ici, ils sont 180 rencontrer des clients européens pour faire ceci. Et donc Jean-Yves Girard, que je vais présenter dans 2 secondes, et qui va mieux se présenter d'ailleurs lui-même, travaille depuis longtemps dans le monde bancaire, et depuis, on va dire, presque 1 an, travaille sur la blockchain. Il est accompagné aujourd'hui d'un petit groupe de 5 personnes, donc on a une team de 6 personnes, qui à travers l'Europe, d'abord est allé parler à des grands clients en Europe sur qu'est-ce que la blockchain, et puis maintenant il commence à ouvrir les livres de certains clients qui disent qu'est-ce que c'est que le premier projet, comment on va le faire, qu'est-ce qui va se passer. Et puis moi, de mon côté, business développement, je vais de temps en temps voir ce qui se passe en dehors d'IBM, tout près d'ici, c'est-à-dire les startups. Ça me passionne depuis longtemps, et depuis longtemps je passe beaucoup de temps à l'incubateur, je rencontre les uns et les autres, et j'ai eu la chance de rencontrer Chain Orchestra, qui va tout à l'heure se présenter, Guillaume de Matarel, le président de cette organisation, de cette belle société. Et ensemble, on a fait un bout de chemin. Il est très récent, et c'est un bout de chemin start-up, grand groupe, sur la blockchain. Donc les uns après les autres vont se présenter, vont vous expliquer ce qu'ils ont fait, mais je pense que c'est une belle initiative qui prouve que les start-up et les grands groupes, on peut s'approcher, on ne sait pas où on va. Comme dit notre président hier qui a rencontré 30 start-up à l'incubateur de Montpellier, on ne sait pas où on va ensemble, on va essayer, on va faire ça avec loyauté, on va pas toujours, on avait plein de questions sur les contrats hier, on va peut-être pas contracter tous plein de choses, on va pas rentrer dans ce monde-là, on va avancer ensemble pour avoir des grands projets scalable auprès de nos clients. Nos gros clients aujourd'hui dans la banque, ils ne vont pas toujours abandonner ce qu'ils ont construit depuis des années. Donc il va falloir travailler avec ce qui est fait aujourd'hui. Et c'est là qu'IBM et la start-up ont peut-être une belle histoire à raconter. Voilà, je passe la place à Jean-Yves Girard qui va expliquer ce qu'on fait chez IBM, la blockchain. Bah, du coup, Fred, il me reste plus de temps pour parler. Allez, Donc, expert bancaire, si ça vous intéresse, en fait, je connais les core banking du marché. Je suis un des meilleurs spécialistes, je pense, au sein d'IBM, et j'ai travaillé dans le domaine des risques. Donc ici, je veux partager avec vous la vision stratégique d'IBM, comme vous a été partagée la vision stratégique d'IDAT. Donc, pour IBM, alors bien sûr, on ne résume pas la blockchain à simplement une monnaie cryptographique. Pour IBM, la blockchain est un des piliers de la transformation digitale. Voilà. Donc, on a créé une business unit pour s'occuper uniquement des projets blockchain. Alors, en particulier, on voit l'intérêt de la blockchain dans l'utilisation des smart contracts. On regarde, en fait, on pense que ça va s'appliquer sur des réseaux d'affaires, donc les business networks, qui existent aujourd'hui. Donc des réseaux qui opèrent déjà et qui sont soumis à la régulation et où les participants sont identifiés. Donc en 2 mots, la blockchain privée. Alors il y a 3 fondamentaux qui, pour nous, vont devoir s'appliquer à la blockchain. Le premier, c'est que cette technologie devra être open au niveau des standards. Bon, pourquoi pas open source. Et on veut quelque chose qui soit, je dirais, personnalisable en fonction des besoins des clients. Donc on ne veut pas imposer une technologie. Le deuxième prérequis, ça va être la performance. Donc une performance, ça veut dire quoi? On s'engage à avoir, pour la fin de l'année, début de l'année prochaine, 1000 transactions par seconde, business transactions par seconde, au sein d'une blockchain pour 200 participants. Voilà, donc ça c'est une vision interne, stratégique IBM.
faut savoir qu'aujourd'hui on travaille avec des acteurs comme Swift pour s'assurer qu'une fondation de blockchain répondra aux besoins des transactions financières. Donc très concrètement, on a des cas d'usage où Swift travaille avec nous, on a un flow fait au niveau de la blockchain qui se fait en parallèle du flow au niveau du cash, sachant que le smart contract doit répondre dans une perspective de moins de 5 secondes à des sollicitations. Alors, au niveau du protocole utilisé, au niveau des performances du smart contract, on travaille, vous voyez, avec des acteurs majeurs du monde de la finance. Le dernier aspect, c'est celui de la sécurité, donc sur plusieurs points. Donc, au niveau de la sécurité, on veut s'assurer que même sur une blockchain privée où les participants sont a priori enregistrés, les transactions se font de manière anonyme. Vous avez un système de régulation qui aura certainement besoin d'avoir accès à ces transactions. Donc, même si l'anonymat est garanti, même si les données à l'intérieur de la transaction seront cachées à tous les autres participants, on doit donner un moyen à des auditeurs, à des régulateurs, de pouvoir accéder à ces données. Donc la technologie devra implémenter ce genre de technologie. Alors, où IBM se positionne? Donc la stratégie IBM se fait au niveau déjà d'un produit, donc une fondation de blockchain, donc c'est ce projet Hyperledger qui est aujourd'hui mené par la fondation Linux. IBM y participe. À l'intérieur de ce projet, vous avez de nombreux sous-projets. IBM est impliqué dans ce qu'on appelle la fabrique. C'est la couche basse, une fondation qui doit servir à l'ensemble des autres projets. Le projet est open source, donc vous pouvez récupérer la documentation, le code source, ainsi que les discussions sur l'évolution technique de ce produit. On le met à disposition sur différentes architectures, donc vous voyez les processeurs Intel et les technologies qui sont plus IBM, technologie Power et Mainframe, et vous pouvez facilement les installer via le Docker Hub, si vous connaissez. Donc ça, c'est au niveau du produit. Ensuite, la stratégie IBM est vraiment de construire un environnement PaaS au niveau de cette blockchain. Donc, bien sûr, cette technologie Hyperledger, on va la mettre à disposition au niveau de notre PaaS. Donc, le PaaS IBM, si vous connaissez, c'est le Bluemix. Et on va fournir des services à valeur ajoutée. Et si vous travaillez avec IBM, on va vous encourager, si vous voulez, dans le développement de votre application, finalement, à utiliser ces produits, enfin ces services, qui seront pour certains gratuits et d'autres qui seront facturés. Donc vous avez des services d'identité pour gérer plus facilement l'ensemble des utilisateurs de la blockchain, des services de consensus qui seront plus ou moins spécialisés en fonction de, je sais pas, de besoins clients. Aujourd'hui, on travaille sur un consensus qui est implanté par défaut au niveau d'Hyperledger. Au niveau de l'audit, donc fournir une vision plus simple pour inspecter des transactions, connecter votre application sur des systèmes legacy, puisque la blockchain de toute façon va se connecter à des systèmes de back-office, donc on va fournir des outils qui permettent de le faire. Et ensuite quelque chose peut-être plus intéressant, c'est vous avez un gros souci en termes de sécurité au niveau des pairs qui tourneront ces instances de blockchain. Donc on va fournir les prochaines générations de systèmes incorporeront beaucoup de technologies qui tournent autour de la cryptographie et le fait qu'on va pouvoir protéger, donc si vous connaissez ces systèmes HSM, donc ce sont des cryptocartes, des technologies qui permettent d'empêcher quelqu'un par des moyens physiques ou détournés en faisant des dumps mémoire de pouvoir accéder aux clés cryptographiques qui leur permettraient finalement de pouvoir déchiffrer toutes les données, puisque ces données seront réparties sur l'ensemble des nœuds à un instant ou à un autre. Donc on va avoir une offre qui existe, il y a une offre disponible aujourd'hui qui s'appelle HSDN, mais la technologie évoluera, qui permettra donc pour soit des raisons de sécurité, soit pour des raisons de performance, de pouvoir tourner sous la forme d'une offre PaaS, une blockchain plus sécurisée. Ensuite, l'approche client se fait par une approche de type service. Donc là, on peut aussi collaborer avec vous et approcher avec vos solutions ensemble un client. On a une approche qui vise aussi à créer des assets. Donc ce ne sont pas des solutions
je dirais, complète. Mais si vous prenez par exemple du trading, je dirais que c'est une sorte de backbone qui peut vous permettre, que vous pouvez utiliser, vous, pour construire votre solution métier. Voilà. Donc c'est un ensemble de tooling pour pouvoir déployer plus rapidement des applications métiers. Donc là aussi, c'est fourni sous la forme d'une offre SaaS sur la plateforme Bluemix. Et on cherche à développer ce genre d'offre avec des startups. On cherche à faire en sorte que les startups s'incorporent dans cet écosystème. Voilà. Donc, oui, le centre de Montpellier s'inscrit en fait dans l'approche de pouvoir travailler avec les clients ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous apporter ici localement sur Montpellier? Je dirais, bon, il y a 3 choses. Donc ça, vous avez l'approche end-to-end fournie par IBM et en particulier par le centre de Montpellier. Donc, pour vous, premièrement, on peut vous fournir un enablement, donc une éducation sur la technologie Hyperledger. Ensuite, on peut conduire avec vous ce qu'on appelle une blockchain design thinking. Donc, c'est sur 2 ou 4 jours. Le design thinking est une méthodologie qui nous vient d'Apple. Donc, vous savez peut-être que IBM et Apple ont un partenariat sur les applications mobiles. Donc, le design thinking est une méthodologie utilisée par Apple pour créer leurs produits. En interne, maintenant, IBM l'applique, je dirais, aussi souvent qu'il peut. Au niveau du blockchain, on l'applique pour identifier si le blockchain, enfin, la blockchain s'applique réellement à un cas d'usage. Donc ça va nous permettre de développer à partir d'un cas d'usage une expérience client ou un nouveau business model. Donc ça, c'est du collaboratif. Ensuite, en troisième, donc ça c'est du classique, on va pouvoir vous fournir un support, un accompagnement dans l'installation d'Hyperledger, dans le développement de smart contracts, ou alors dans le conseil, comment concevoir l'architecture au niveau logiciel d'une application blockchain. Okay, donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en pratique avec Chain Orchestra. Donc voilà, ce qui me permet donc d'enchaîner facilement et de donner la parole à Guillaume, donc, le fondateur de Chain Orchestra. Merci Jean. Oui, pour vous présenter Chain Orchestra, donc on est une société, on s'est développé depuis le début de l'année à Montpellier. En fait, c'est une équipe d'ingénieurs et de développeurs de Montpellier qui m'ont approché parce qu'ils voulaient développer la blockchain pour les entreprises. On a découvert Hyperledger et les possibilités que ça offrait. Et donc on est parti sur la... Juste au pointeur, c'est moi qui passe. Ah d'accord. On est parti sur donc un choix technologique, donc d'utiliser le code Hyperledger qui est open source et qui permet de construire des blockchains modulables pour le monde de l'entreprise. Pourquoi avoir des blockchains modulables? Parce que jusqu'à présent, les gens qui utilisaient les blockchains comme Bitcoin ou Ethereum découvrent que ces blockchains sont assez contraintes par les fondamentaux de ces blockchains, que ce soit la crypto-monnaie ou le mode de minage qui a été retenu, et que en fonction des cas d'usage qui vont être implémentés dans les entreprises, il faut qu'on puisse se dégager de ces contraintes et construire des blockchains qui sont adaptés donc au monde de l'entreprise, aussi bien sur les aspects de confidentialité des échanges. On utilise Hyperledger qui est, je dirais, pour moi un moteur de construction de blockchain qui va nous permettre d'adapter des blockchains aux besoins. Sur quel domaine d'application ça nous conduit? C'est, je dirais, dans le monde. Alors, on part du monde de la finance, de la banque et de l'assurance qui est aujourd'hui le plus concerné, mais on va s'étendre dans tout un tas d'autres domaines. Et notamment, nous, on veut aller on est en train d'aller vers l'Internet des objets. Pourquoi? Parce que la blockchain, c'est fait pour donc identifier des intervenants qui vont échanger des données et certifier et enregistrer des échanges de données. Et c'est particulièrement pertinent dans le monde de l'Internet des objets, notamment pour sécuriser et tracer tous les échanges de données. On s'y intéresse aussi donc dans
tout ce qui est protection des données, notamment protection des données personnelles, dans tout ce qui est validation de transactions, et puis dans la gestion du contrôle d'accès et des permissions, les autorisations de consulter des données, d'entrer dans des bases de données. Donc, tous ces domaines offrent de très larges perspectives dans tous les secteurs, avant tout donc, dans le monde financier, mais pas que, aussi dans le monde industriel et dans le monde de l'entreprise et des organisations en général. Quel est notre rôle, comment sont constituées nos blockchains? Donc nous, on va être un opérateur de serveurs où seront stockées et où vont circuler les données, qui vont être hébergées dans des univers très distribués, c'est-à-dire aussi bien chez nous, chez des hébergeurs comme Amazon, IBM, OVH, mais aussi chez nos clients, et dans des serveurs d'objets. Donc c'est tout un univers, toute une architecture que nous on va piloter et qu'on va opérer, et qui va permettre à des sociétés de services et à des entreprises de déployer leurs applications blockchain sur des blockchains adaptés. Donc les blockchains que l'on vise ne sont pas forcément des blockchains dédiés entreprise par entreprise. C'est des blockchains qui vont être mutualisés pour un ensemble de services dans différentes entreprises. On regarde aussi, dans notre collaboration avec IBM, à être compatible avec les différents univers d'IBM pour le déploiement de services, et notamment avec BlueMix, avec les serveurs d'IBM, pour que les entreprises qui travaillent en univers IBM puissent aller interfacer, je dirais, leurs applications blockchain avec nos blockchains. Donc il y a tout un travail qui est en ce moment en route de ce point de vue-là. Donc on est en train de préparer différents POC avec différentes sociétés, donc dans le monde financier et aussi dans le monde industriel. Notre objectif, c'est pas de faire du POC pour du POC et d'aller montrer, je dirais, d'aller faire de la communication blockchain dans les groupes, mais c'est vraiment de s'intéresser aux solutions qui vont venir en production plus tard dans les entreprises, et de concevoir des démonstrateurs qui prouvent la pertinence de ces développements. On a présenté ces derniers temps notre premier POC, notre premier démonstrateur sur le contrôle d'accès à Paris, au salon IBM Business Connect, et puis au GITEX à Dubaï. Dubaï est un des premiers pays où le gouvernement vient d'annoncer qu'il bascule le gouvernement à la blockchain d'ici 2020. Donc il y a un gros travail à faire là-bas. Voilà, donc Chain Orchestra, on est à Montpellier. Si vous voulez nous rencontrer, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Vous avez des questions? Oui, monsieur. J'ai une petite question. Dans votre thread, vous parlez justement de blockchain avec IoT. Il n'y a pas une courte. Je peux parler plus fort, sinon. Oui, Je peux monter la voix. Donc, c'était très intéressant, merci pour votre présentation. La partie blockchain et IoT m'intéresse particulièrement. En particulier, je trouve qu'avec l'IoT c'est compliqué parce que chaque constructeur a ses propres protocoles, ses propres API. Et j'ai du mal à voir comment ça peut s'interfacer avec les smart contracts. C'est justement toute la pertinence de la blockchain, c'est de pouvoir permettre à des objets de communiquer entre eux, sans passer par les applicatifs dédiés de ces objets, et d'établir un dialogue justement directement par les smart contracts via la blockchain. Donc ça fait partie de tout notre programme de R&D qu'on est en train de mettre en place pour les mois qui viennent. Ce que je veux dire, c'est pour que la communication, il faut qu'elle ait un sens. Je pense que les transactions et l'organisation des programmes dans une blockchain, elle a un sens, effectivement, pour arriver à un objectif. Et dans les outils, effectivement, il y a un sens de connecter les objets ensemble.
mais qui est plutôt sémantique, dépendant d'un domaine, qui n'est pas forcément attaqué aujourd'hui dans ces aspects de blockchain. Par exemple, si je veux connecter une lampe avec une tablette pour une personne âgée, ça a un sens de faire ça. Tout à fait. Et puis surtout, je dirais, on peut avoir à connecter ensemble des objets qui sont de marques différentes, donc qui ont des protocoles de gestion différents. Je dirais, le premier aspect auquel on s'attache dans l'IoT, c'est la sécurité des échanges de données. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un très fort déploiement de l'IoT industriel suite à l'essor de Sigfox, des réseaux Sigfox et autres. Et c'est vrai qu'il y a un besoin de sécurité sur les échanges de données. Je veux juste compléter par rapport à l'IoT une question. Vous savez quoi la différence entre la blockchain, Emmanuel Mouton de Sinox et de French South aussi. Donc je suis dans l'IoT. Et donc j'avais une question justement sur la différence entre les protocoles qu'il va y avoir d'interopérabilité, comme avec le web, qui vont un peu côté de la sécurité, et la blockchain, un peu cette différence-là, et quel est l'impact de la blockchain sur l'objet en lui-même, puisque l'objet derrière va avoir un impact sur son autonomie, sa capacité de calcul, et s'il est un intermédiaire de calcul finalement pour dérouler les règles, ça va avoir un impact sur son design finalement et sur son... La blockchain, c'est un vecteur d'authentification et de transport des données et d'inscription des données. Je dirais que ça n'influe pas sur le design des objets. Après ça, c'est sûr que si on veut mettre soit on va mettre les objets directement sur la blockchain, soit on va gérer les objets au sein des serveurs d'objets. Donc il y a plusieurs possibilités. Si on veut mettre directement un objet sur la blockchain, il faut concevoir des objets dédiés. Mais on peut en discuter un petit peu plus techniquement, et si vous voulez, je vous ferai rencontrer les techniciens si vous voulez aller plus loin. Alors à la fin, il y a un pot, on va dire. Donc c'est un lieu d'échange également. Donc pour les questions peut-être qu'il y a encore, vous voyez Guillaume de Matériel peut-être après. Alors moi j'ai une question aussi, mais rapide, c'est plus une transition. Est-ce qu'on peut dire que Chain Orchestra, on parle de fournisseur d'accès Internet, FAI, est-ce qu'on peut dire que c'est un FAB, fournisseur d'accès blockchain? Oui, ou un BAP, Blockchain Access Provider. Merci Guillaume. Donc on va enchaîner avec Capgemini. Donc on accueille Damien de Chilas, qui est vice-président Capgemini. On a dans les forces du territoire, parce que je reviens au local, moi je vais être Madame Local cet après-midi, on revient dans les forces du territoire, la stratégique banking division de Capgemini est bien localisée à Montpellier, avec l'histoire JSA. Voilà. Donc pour l'instant, par exemple, pour une start-up, la porte d'entrée IBM c'est French South, par exemple, où Frédéric Letellier a fait venir donc, des ingénieurs qui ont fait une conférence IBM. Capgemini l'a fait aussi chez French South. Donc voilà, pour les projets, les futures startups, il y a une porte d'entrée vers ces grands groupes. Voilà, merci d'être là. Merci beaucoup pour la publicité. Voilà, moi je suis Damien de Chilas, j'ai un quart d'heure, c'est ça hein? Ouais. Nous, on peut réduire. Donc, ok. Je suis en charge de la blockchain, des initiatives blockchain chez Capgemini, Financial Services en Europe. Basé à Paris, je viens de 13 ans aux États-Unis, à New York. Je connaissais bien IBM à Armonk. C'était mon client chez Société Générale. J'étais à Société Générale pendant 11 ans là-bas. Et je m'occupe du contact ça, en plus de m'occuper de la blockchain. Donc j'ai une casquette capital market banque, une casquette assurance et une casquette qui couvre tout ça en blockchain. Je voulais juste partager une idée qui me semble intéressante en introduction. On entend parler d'une révolution de l'Internet supérieure à celle de l'Internet. La révolution de l'Internet, c'est une révolution de l'Internet de l'information. Là, on parle d'une révolution de l'Internet autour de la confiance, mais de l'Internet de la valeur. Je pense que ça me paraît important dans le cadre des smart contracts. C'est-à-dire que là, on touche à la valeur des choses, des actifs, des contrats, au transfert de cette valeur. On touche à quelque chose qui est encore plus sensible que l'information donc de l'Internet. Juste pour remettre dans le contexte la notion de confiance. On est en train de traiter des parties précises de cette chaîne-là autour de proof of concept qui sont faits dans les consortiums. Je pense à R3, mais Hyperledger en fait aussi.
slide d'après, pardon. Alors ça c'est encore plus illisible, mais ça me fait penser qu'un très très bon document de référence, c'est le World Economic Forum sur le deuxième document qui a été produit. Le premier était sur les fintechs, très intéressant sur les fintechs qui attaquent les 6 fonctions de la banque et de l'assurance, qui est passionnant. Et celui-là, cet été, produit en août, s'interroge sur les applications de la blockchain et en particulier les smart contracts dans certains domaines. Et là, on est dans le domaine de l'assurance dommage. Mais dans l'assurance dommage, quand vous avez un accident, vous le déclarez, que tout passe par une déclaration, ensuite un assessment du sinistre et finalement le paiement du sinistre, c'est une chaîne compliquée. En plus, pour les assureurs, c'est un moment délicat de la relation commerciale. Et pour nous, victimes. Et donc, régler, optimiser ce process qui est hautement relationnel et qui peut avoir des conséquences importantes sur la relation commerciale, c'est essentiel. Et donc, en mettant à plat le processus, on voit qu'il y a beaucoup d'endroits où les smart contracts peuvent aider à fiabiliser, accélérer, sécuriser ces échanges d'informations. Il y a beaucoup d'informations qui viennent nourrir le dossier. Elles peuvent être appelées en direct par des bases de données extérieures, par des bases sur la météo par exemple, sur le crédit, sur l'inspection, etc. Ça permet réellement de coordonner proprement un process qui est hautement complexe. On voit bien les applications, il y a déjà des fintechs et des POC là-dessus. C'est clairement un champ d'application important dans l'assurance. Et le smart contract, en fait, vient mettre de l'huile dans les rouages et surtout vient coordonner un processus compliqué. C'est aussi de voir en quoi la technologie, voir réellement ce qui se passe. Donc en fait, IBM a, depuis de nombreuses années, élaboré ce qu'on appelle un showcase avec des données réelles de la banque. Je ne vais rien dévoiler, je vais laisser Bastien expliquer. Et cette année, vraiment, on a tout refondu. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de nouveaux workloads dans notre jargon, instant payment et autres, que va dévoiler Bastien, qu'il faut absolument aborder avec nos clients. Donc ce showcase est présent à Montpellier. On l'emmène avec nous, si je puis dire, dans plein d'autres régions européennes et voire ailleurs. Et on accompagne la réflexion des clients avec ce showcase. Donc je pense que c'était intéressant pour tous vos acteurs qu'on vous en parle un peu aujourd'hui. Et donc je suis contente d'accueillir Bastien Pinault, qui est manager ici d'une équipe qui fait la blockchain, de la banque et plein d'autres choses. Et donc aujourd'hui, c'est lui qui va nous présenter ce showcase. Moi, je fais un petit peu tout en fait. C'est vrai. Donc, bonjour à tous. Écoute, donc, normalement, chose rare, IBM est dans les événements on est en avance. Donc j'ai un co-speaker qui va arriver. Je présente Guillaume Arnoux. Je vais vous expliquer qui c'est, qui est l'un des fondateurs de ce système il y a maintenant 10 ans. Parce que pour vous donner un petit peu d'historique, pour que vous puissiez comprendre les tenants et les aboutissements, à la base, donc, nous avons voulu monter à IBM un showcase bancaire, donc vraiment reproduire une production bancaire à l'échelle d'un client. Quand je dis à l'échelle d'un client bancaire en Europe, ça représente environ plus de 5 millions de comptes. Ça représente 5 millions de clients, 10 millions de comptes, et ça fait à peu près 1 milliard de transactions bancaires, pour donner un ordre d'idée de la volumétrie de ce genre de showcase. Aujourd'hui, on simule de la workload, de type paiement, de type compte, etc. Et on simule tout ça à des vitesses d'environ 1000 transactions par seconde. Donc, voilà, on simule, on va dire, la réalité. Donc d'où ça vient? Donc tout simplement, il y a une dizaine d'années, on fait ici donc, dans le centre de Montpellier ce qu'on appelle du benchmarking, donc nos clients viennent pour tester nos solutions. Et à la suite de tout cela, on a fait un benchmark avec certains résultats et l'équipe de l'époque, dont notamment Guillaume, a dit que ça serait vraiment bien si on pouvait monter ce genre de showcase. Et donc ils ont mis en place sur Montpellier ce showcase. La petite composante intéressante, c'est que ce showcase en fait, est unique au monde. Tout IBM en fait, vient se connecter sur cette plateforme pour démontrer les capacités bancaires à nos clients. Donc aujourd'hui, c'est basé sur quoi? C'est basé sur différents services. Tout est en train de changer d'un point de vue besoin pour nos clients dans la banque. Et ce qui était important, c'est qu'aujourd'hui, avant, nous avions un showcase qui était notamment très axé sur tout ce qui était infrastructure, on va dire
on démontrait notre infrastructure, comment faire de la résilience, des hautes transactions, etc. Et les besoins ont changé. Comme vous le savez, quand le business évolue, tout évolue. Et donc, pour pouvoir répondre à toutes ces nouvelles problèmes, notamment en termes de performance pour les régulations, comme vous le savez peut-être sûrement, dans nos clients bancaires, on a énormément de régulations. Ces régulations, elles impactent énormément l'écosystème et notamment les performances. Il y a l'arrivée des nouveaux compétiteurs, des nouveaux acteurs. Vous en êtes un bel exemple. Toutes les fintechs apportent des nouvelles façons de consommer, des nouvelles façons d'interagir avec les données. Et tout ça, c'est très important. Il y a la PIA d'économie, par exemple, avec qui a pris une place énorme dans tout ce qui est les infrastructures bancaires. Bien entendu, le cloud, toutes les données, ça joue énormément, ça drive le business. L'IoT, on en a parlé plusieurs fois dans tous les acteurs qu'il y avait avant, on en pouvait en parler, c'est vraiment de partout. Le mobile a vraiment changé en fait la façon de consommer. Tout ça amène justement à une expérience client totalement différente. Vous pouvez le voir, maintenant nous sommes tous en train de chercher nos problématiques bancaires sur notre mobile, sur les tablettes, etc. Donc il y a des nouveaux flows, ce qu'on appelle l'omnichannel chez nous, etc. qui permet de faire énormément de choses. Et enfin, la fraude et le cybercrime qui prend une ampleur démesurée. Donc si on essaie de mettre tout ça un petit peu en chiffres, voilà, on est en train de parler de nouvelles régulations de paiement comme Instant Payment, comme PSD2. Donc Guillaume reviendra plus en détail sur tout ce qui est Instant Payment. C'est une régulation, comme vous pouvez le voir, qui doit être mise en place avant novembre 2017. Tout ce qui est API économie, donc pour vraiment transformer le business model et rendre plus agile, c'est le buzzword en ce moment, nos systèmes d'information. Bien sûr, Distributed Ledger, donc avec une partie bien entendu blockchain, vous vous doutez, tout ça. Tout ce qui est la partie cognitive, je pense que bon nombre d'entre vous ont entendu parler, donc IBM est entré dans l'ère cognitive avec Watson, avec de l'analytique poussée, donc dans lequel nous devions absolument prendre en compte ces besoins-là, parce que justement, petit sursautement. Tout simplement parce que les besoins changent, les banques ont besoin d'évoluer et tout cet aspect cognitif est très important. Et enfin, juste pour vous donner un ordre d'idée de qu'est-ce que représente la fraude aujourd'hui, on est en train de, juste au niveau des cartes de paiement, on est sur 16 milliards, plus de 16 milliards maintenant, et par plus de 35 milliards de fraudes sont prévues par 2020. Donc c'est vraiment un des composants clés aujourd'hui de la banque. Donc ce showcase bancaire, aujourd'hui, il repose sur quoi? Il repose sur 5 axes majeurs, mais en fait c'est 6. Le premier axe le plus important, c'est ce qu'on appelle le core banking. Ce core banking, aujourd'hui, on va dire, c'est l'ossature de chacune des banques. Et donc on a des partenaires, notamment Sopra Banking, qui permet en fait de fournir à nos clients le backbone, on va dire, bancaire. Et aujourd'hui, on a souhaité travailler avec eux de manière à implémenter différentes nouvelles possibilités dans notre système. Et notamment, comme vous pouvez le constater, Sopra Banking fait diverses solutions, aussi des solutions concurrentes avec les nôtres. Mais ce que nous voulions montrer, c'est comment on arrive à rentrer dans une infrastructure globale différents acteurs et players. Donc là, nous parlons d'un ISV bancaire, ça pourrait être plus tard une fintech, une start-up, etc., etc. Donc le but, c'est aussi, on a une volonté, au travers de ces démonstrateurs, de mettre à l'honneur certains partenaires pour montrer comment un écosystème global peut s'intégrer dans ce genre de démonstrateurs. Donc les 5 grands piliers en fait sont, alors je vais partir vraiment les paiements et les instant paiement, donc c'est le plus important on va dire chez les banquiers, c'est comment on arrive à récupérer l'argent. Donc il y a Guillaume qui va venir plus en détail sur ce qu'on appelle l'instant payment, donc il y a une dynamique qui doit être mise en place, une régulation par novembre 2017, donc pour les banques qui voudront y adhérer. Il y a tout ce qu'on appelle la paiement convergence, donc comment on fait rentrer tous les channels autour d'une seule même agrégation logicielle. Ensuite, on a beaucoup parlé, je pense que vous avez tous vu, donc la banking digitalisation. Alors là, il y a des mots un petit peu IBM, donc je vais vous les traduire, ce qu'on appelle SOE, SOR. Donc SOE à traduire par System of Engagement, un mobile, une tablette, une application, c'est le système d'engagement. Et l'intégration dans le SOR, System of Record, à comprendre le back-end, les serveurs, le legacy, donc en gros la grosse machinerie. Donc en fait, la question c'est, aujourd'hui, dans la banking digitalisation,
comment on vient intégrer tous ces nouveaux applicatifs, tous ces nouveaux canaux de communication avec le système bancaire, et comment on réagit à ce qu'on appelle le multiple speed IT. Donc vous l'avez peut-être entendu parler en français sous une autre nomenclature qui est bimodal IT. En fait, c'est simplement de se dire aujourd'hui le SO et le SOR sont deux éléments très différents. Les lignes de business et les lignes de métier veulent avoir des changements très rapides sur leurs applicatifs de manière à avoir un time to market très rapide. Donc on veut avoir des mises à jour sur les applicatifs, sur les mobiles des applications, tous les 3 mois, tous les 6 mois avec développement agile, vous pouvez vous en douter. Par contre, côté back-end, ce qu'on appelle back-office, aller faire des changements sur une production, on va dire, massive avec ce qu'on appelle chez nous les systèmes Z, des gros mainframes, sur des applicatifs COBOL, etc., avec toutes les régulations, c'est beaucoup plus compliqué, et dans toutes les 6 semaines, on n'est pas vraiment capable de pouvoir faire ça. Donc voilà. Ensuite, on appelle ce qu'on appelle hybrid IT, donc ce que vous pouvez appeler communément le cloud versus on-premise, donc tout ce que vous avez chez vous dans votre data center. Donc on montre en fait comment on fait pour aller mettre des frontaux applicatifs, par exemple, dans un cloud public, qui vont venir récupérer des données d'un cloud privé, etc., etc. Ensuite, un gros pavé, c'est le risque et la compliance avec la sécurité, dans ce qu'on appelle les Payment Card Industry Data Security Standards, donc PCI DSS, pour ceux qui connaissent un petit peu plus au niveau des fintech. Et nous, tout ce qui est active solution, ce qui est le disaster recovery, donc comment on fait quand on a un site qui tombe pour que l'applicatif puisse se récupérer sur d'autres différents sites géographiques dispersés. Et ensuite, on a les 2 gros pavés d'innovation. Le premier, donc, c'est l'analytics et le cognitif, on pourrait dire, donc ce qu'on appelle data centric design, ou autrement appelé aussi BCI, donc behavior based customer insight. Behavior based customer insight, je ne m'en souviendrai jamais. Maintenant c'est CIB, donc Customer Insight for Banking. On aime bien changer les noms. C'est ça, ça change tout le temps. Et ensuite, tout ce qui est la partie analytique, donc comment on utilise des accélérateurs pour donner des tendances potentielles sur de la fraude, sur des process métiers, etc., etc. Et enfin, ce que nous on appelle la forthcoming innovation in banking, tout ce qui est distributive ledger, blockchain notamment, comment on va intégrer justement cette nouvelle technologie à l'intérieur de ce qu'on appelle FSS, donc Financial Sector Services. Donc voilà à peu près les grandes parties de notre nouveau showcase. Donc là, du coup, je vais laisser la place à Guillaume. On a besoin de face là. Je m'en occupe. Voilà. Donc en fait, bon, vous avez vu là, il y avait ces 5, on va dire, grands pavés. Ce qu'il faut savoir, bon, comme tu l'as dit, juste pour faire un léger flashback, on a démarré sur ce showcase il y a à peu près 10 ans. Et comme tu l'as dit, on était très axé sur l'infrastructure, donc vraiment, on va dire, l'IT pour l'IT, alors que tout ce qu'il vous a présenté Bastien, finalement, c'est plutôt, on va dire, des choses qui sont vraiment axées pour améliorer le business de nos clients, comment répondre à la régulation, des choses comme ça. Donc en fait, on a fait un petit peu, on va dire, dans un premier temps, un état des lieux de ce qu'on avait à notre disposition. Bon, bien évidemment, comme je disais, on partait d'infrastructures, donc on avait de la technologie, on avait des systèmes, on avait des softs, on avait bien évidemment, alors comme tu l'as dit Bastien, notre idée ça a été de faire un showcase qui soit hétérogène, à savoir, comme on dit chez IBM, qui ne soit pas tout bleu. C'est-à-dire qu'il aurait pu être avec que des softs IBM, bon, ce qui est plutôt pratique pour nous, mais dans la réalité c'est pas le cas. Donc par exemple le core banking system on est en partenariat avec Sopra Banking, c'est un très bon exemple, mais il y a aussi d'autres solutions et je dirais on n'hésite pas aussi dans certains cas à préférer une solution partenaire plutôt qu'une solution IBM. Donc vous vous doutez bien que de temps en temps ça grince un peu des dents. Mais bon, si on est convaincu que c'est celle-là qui est la meilleure pour nos clients, parce que nous, notre idée, c'est toujours le client en premier, et qu'est-ce qu'on peut lui proposer. Donc après, bien évidemment, on discute avec les labs en disant, les gars, travaillez sur votre projet, sur votre produit, sur votre solution, pour qu'elle soit à la hauteur des autres. Donc tu as parlé de l'API économie. Bon, bien évidemment, nos clients, alors en particulier sur le mainframe, sur System Z, il y a un truc qui les intéresse particulièrement, c'est tout ce qui est open, parce que bon, forcément ça fait baisser la facture.
au niveau licence et ainsi de suite. Donc on a des demandes clairement là-dessus. Donc aussi comment on répond par rapport à ça. Et puis après, alors là, ça c'est les compteurs en marche, ouais. Voilà, donc après, effectivement, bon ça c'est juste, on va dire, les mots IBM, bah, pas IBM, mais c'est les gros plays IBM, Mobile, Analytics, Cloud et Blockchain, donc qui viennent en fait répondre à ce que tu présentais tout à l'heure. Attends, pour avancer, c'est comment? C'est moi. Voilà. Donc en fait, par rapport à ces, on va dire, ces gros pavés, donc par exemple, on a, alors ça c'est relativement ancien, on avait fait ce qu'on appelle du multi-channel, c'est-à-dire peu importe comment vous arrivez sur votre infrastructure bancaire, que ce soit un mobile, que ce soit Internet, que ce soit l'agent dans une agence, globalement ils arrivent tous à la fin, ils arrivent tous sur le même système. D'accord. L'idée c'est que tout le monde ait la même vue des informations. Il n'y a rien de pire que la personne en agence qui voit des informations sur son client et puis éventuellement un conseiller personnel qui, avec son appli sur sa tablette, accède au système de la banque et voit d'autres informations parce qu'elles n'ont pas été mises à jour et tout ça. Donc typiquement, nous, le multi-channel, ça c'est un gros challenge. C'est encore un gros challenge pour certains de nos clients parce qu'il y a en particulier, ce que tu disais, il y a du multi-speed IT, donc bah, il y a des systèmes qui sont rafraîchis en temps réel, d'autres pas, et ainsi de suite. Donc, typiquement, les clients avec lesquels on travaille sont vraiment intéressés là-dessus. Après, alors on a des solutions, alors là c'est